auteur de bagatelle pour un massacre, mais enfin sûrement pas. Et immédiatement, le ministère a enlevé le nom de Céline en disant pas de célébration pour Céline. Alors moi, je veux bien qu'on fasse du politiquement correct, mais à ce moment-là, pas de célébration pour Sade non plus. Et pourtant, c'est pas le cas. Le premier qui va citer notre avant-guerre de Brasillac, par exemple, va tout de suite être catalogué comme un crypto-fasciste ou comme un crypto-nazi, ou cité de Rieux-La Rochelle. Mais pour Céline, ça marche pas comme ça. Donc je dis, mais arrêtons avec les mythologies, et si le sang qui coule n'est pas une bonne chose, ce que je crois, il n'est jamais une bonne chose. Il n'y a pas de bonne raison de défendre la peine de mort, il n'y a pas de bonne raison de défendre la guillotine, il n'y a pas de bonne raison de défendre le blasphème ou ce genre de choses. Enfin, je pense que ajouter de la violence à la violence n'est pas une bonne chose et que les intellectuels ne font pas une belle chose en célébrant le mal, le crime, le meurtre et en considérant qu'il en va de l'assassinat comme l'un des beaux-arts pour citer Thomas de Quincey. Donc oui, il y a vraiment deux choses auxquelles vous vous opposez. C'est l'idée d'un Sade strictement littéraire, mais qui vient justement, je pense aussi, pointer le sens de votre contre-histoire, dans la mesure où vous avez des pages, un moment où vous essayez de poser la question qui est où est la pensée de Sade ? C'est-à-dire, puisque l'une des réponses que vous font les gens qui soutiennent Sade, c'est de dire oui, mais les personnages qui parlent dans Sade, ce sont des personnages, c'est la littérature. Vous tenez une ligne qui est Sade est philosophe. Il l'est à plusieurs titres. Il l'est d'abord parce que, et comme vous connaissez très bien la période, il y a dans ces textes tout un tas d'emprunts. Alors l'usage à l'époque faisait qu'il n'y ait pas de manifestation de ces emprunts, mais d'emprunts des philosophes du XVIIIe. Et il l'est quand on prend entre autres le fameux morceau dans la philosophie dans le boudoir, français encore un effort pour être républicain, il l'est dans ce moment-là où c'est un pur moment de pensée. Et l'autre objection, comme vous le rappelez, à laquelle vous tenez, c'est l'idée que, et ça on ne peut pas en sortir, que Sade est sadien. C'est-à-dire que, alors pour le coup, vous qui travaillez régulièrement à la question de savoir si les gens vivent selon les principes qu'ils prescrivent, là en l'occurrence, on a un exemple absolument négatif de ça, qui est effectivement la biographie manifeste qu'il vit complètement comme il est, enfin, ce qu'il écrit. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce qu'est, selon vous, maintenant qu'on a évoqué la mythologie autour de Sade, de ce qu'est, selon vous, la philosophie de Sade ? Est-ce qu'il y en a une ? Est-ce qu'elle est consistante en tant que philosophie ? Ou est-ce que on est à la limite du délire ? Et nous dire, voilà, qu'est-ce que c'est, positivement, la philosophie de Sade ? Alors il y a chez certains philosophes la capacité à passer du traité de philosophie au roman. Je songe à Sartre qui est capable d'écrire L'être et le néant, La critique de la raison dialectique, L'idiot de la famille ou La nausée, ou Les chemins de la liberté. Même chose avec Camus qui est capable d'écrire Le mythe de Sisyphe, L'homme révolté et puis La peste et l'étranger. Donc effectivement c'est clair parce qu'on sait qu'il y a un registre philosophique et puis un registre romanesque et que dans le registre romanesque il y a moyen de faire de la philosophie. Sur Sartre, par exemple, toute la thématique de la nausée dans la pure présence de l'être, c'est-à-dire je vois le réel dans sa pure nudité et ça me donne la nausée, à partir d'une racine d'arbre vue dans la racine d'un arbre dans un jardin public au Havre, c'est romanesque. Roquentin est un personnage qui n'existe pas en dehors de la configuration littéraire, mais on voit bien qu'il y a de la philosophie dans la nausée, on voit bien qu'il y a de la philosophie dans l'étranger, sur le crime, sur le meurtre, sur l'absurde, sur la condamnation, sur ce genre de choses. Pour Sade, c'est plus difficile parce qu'effectivement, on a affaire à une espèce de millefeuille. Vous avez une couche de littérature, puis une couche de philosophie, une couche de littérature, une couche de philosophie. C'est même assez séparé. C'est-à-dire, je dis souvent, il y a un moment donné où il dit, voilà, lui il prend le machin dans le truc, il lui met dans le truc, et hop, il excite son machin. Alors donc, une description pornographique, au sens premier du terme, hein, pas moral. Et puis après, il lui dit, tenant son vie dans sa main, que penses-tu de l'âme ? Crois-tu qu'elle est immortelle ? Et hop, ils commencent à philosopher tous les deux. Et l'autre, il dit, ah non, je pense que l'âme, etc. Et là, on a des morceaux de philosophie pure qui sont des copier-coller des philosophes de l'époque, des philosophes matérialistes. Lamétrie, Diderot, d'Holbach, Helvétius. Enfin, il faudrait faire ce travail un jour de dire, ben voilà, ça, c'est purement et simplement tel philosophe. Et puis, on discute, alors là, mais matériel, immatériel, les atomes, à quoi ressemblent les atomes d'une âme immatérielle. Il reprend le vie, en lui remettant dans le truc, et ça recommence, c'est de la pornographie. Et puis après, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du roman à l'état pur, roman pornographique, érotique, etc. Et puis après, il y a de la philosophie, puis après, il y a du... etc. C'est un perpétuel va-et-vient, si vous me permettez, entre le sexe
pure et dure, et la pensée. Pure et dure aussi, elle, parce qu'effectivement, les penseurs n'inventent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que tout a été dit dans l'Antiquité et qu'après, on ne fait jamais que raconter à sa manière telle ou telle chose. Le cogito de Descartes est déjà chez Saint-Augustin, la séparation de l'âme et du corps, le substance étendue, substance pensante chez Descartes, c'est déjà évidemment chez Platon et c'est déjà chez Pythagore. Le surhomme de Nietzsche est déjà dans un certain nombre d'autres endroits, des philosophies de l'éternel retour, de la pensée circulaire, etc. Enfin, tout ça se trouve chez les présocratiques, et les philosophes sont souvent des gens qui agencent. Deleuze, par exemple, eh bien, vous prenez le freudo-marxisme, vous prenez un certain nombre d'autres philosophes, et ça ne discrédite pas la pensée d'un philosophe. Il y a peu de gens qui ont été capables d'inventer à proprement parler, parce que même ceux dont on dit qu'ils sont les premiers, présocratiques, etc., ils ont emprunté beaucoup en Inde, en Chine et dans d'autres continents, l'Afrique, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a une pensée philosophique chez Sade, et que s'il n'y avait eu que de la littérature, je n'aurais rien eu à redire. Après tout, quelqu'un qui nous fait des grands romans pornographiques, si on veut. Moi, je pense qu'il y a autre chose à faire en matière de sexualité que de lire des livres. Mais enfin bon, chacun son truc. Mais je n'aurais rien à dire ou à redire contre ce genre de littérature. Mais c'est un philosophe. Et il faut aller chercher sa pensée là où elle se trouve. Alors évidemment, il y a toujours le prétexte de dire « oui, mais enfin, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est la pensée de Sade qui est là ?» alors qu'il s'agit de, je sais pas, de Manset, enfin tous les personnages qui peuvent exister chez Sade. Oui, on s'en sort toujours en disant comme ça, mais après tout, il est nulle part, Sade. Moi, je dirais, il est partout plutôt que nulle part. Et il y a comme une philosophie on voit bien de temps en temps que quand on met en scène des personnages, c'est comme chez Platon, il y a des gens pour lesquels on a des sympathies, puis des gens pour lesquels on a plutôt des antipathies. Chez Platon, le sophiste, il est plutôt, le portrait est plutôt à charge. Et Socrate, c'est toujours à l'inverse, c'est le héros. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il y a des personnages, dont Deleuze dirait qu'il s'agit de personnages conceptuels, il y a des personnages, mais on voit bien que celui qui se fait casser la figure intellectuelle, eh bien, ça n'est pas l'ami de Sade. Et que l'ami de Sade, c'est celui qui défend les propres idées de Sade, qui sont des idées matérialistes. Sade est un matérialiste radical. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a que de la matière. Tout est atome. Rien qu'atome, voilà. Donc on est sur des vieilles perspectives, c'est Lucrèce, c'est Démocrite, etc. Après se posent des questions, si vraiment tout est matériel, est-ce que tout est déterminé ou est-ce qu'il y a du libre arbitre ? Est-ce qu'on a le choix ou est-ce qu'on n'a pas le choix ? C'est toujours la question qui se pose quand on dit agencement de matière, pur agencement de matière. Est-ce que le criminel a choisi d'être criminel ou est-ce qu'il n'a pas choisi, est-il déterminé par sa nature, ses atomes, etc. Et Sade pose évidemment ces questions. Liberté, libre arbitre, déterminisme, nécessité, pure nécessité, etc. Sade n'a pas été lu par Nietzsche, contrairement à ce que dit Apollinaire. Mais Nietzsche examine les possibilités d'une philosophie du pur déterminisme. Du genre, on n'a pas le choix du tout. Pour le dernier Nietzsche, on choisit jamais. C'est-à-dire que Jean Moulin n'a pas choisi d'être Jean Moulin, le général de Gaulle n'a pas choisi d'être le général de Gaulle, Hitler n'a pas choisi d'être Hitler, et c'est ainsi. Donc on est par-delà le bien et le mal, on est déterminé à être ce que l'on est, et on n'a pas le choix. Il défend cette idée-là avec un mot qui n'appartient qu'à lui, Sade, et c'est ce qui en fait un philosophe, pour le coup c'est un créateur de concepts, il parle d'isolisme. L'isolisme, à partir de l'isolement, si vous voulez. Il dit il y a de l'isolisme parce que nous sommes enfermés en nous-mêmes et nous ne communiquons pas. Chacun est un fragment de la nature, et la nature veut ce qu'elle veut, comme elle veut, quand elle veut, et on n'a pas le choix. Donc, d'une certaine manière, il n'y a ni bien, ni mal, ni chose à faire ou chose à ne pas faire, ni prescription, ni condamnation. Donc, il faut laisser faire la nature, et la nature, elle est violente, elle est brutale, elle tue, elle massacre, etc. etc. Bon, après tout, on se dit, pourquoi pas, c'est une philosophie, c'est une pensée, et dans la période où je n'avais pas tout lu, tout vu, j'y ai souscrit d'une certaine manière, en disant, c'est une philosophie du déterminisme et de la fatalité, de fait, on n'a pas le choix, et puis voilà. Et puis, j'ai découvert un jour que ça ne dit pas ça. Il dit à un moment donné que la culture peut entraver le mouvement de la nature. Je me suis dit, je comprends bien ou je comprends mal ? Et je lis, je relis, je reprends, et je me dis, mais effectivement, quand on dit que tout est déterminé, mais que la culture peut empêcher le déterminisme, on s'est dit, on a affaire à autre chose. Il réinjecte du libre arbitre.
comme on le fait toujours d'ailleurs, la plupart du temps, chez Spinoza, chez tous les négateurs de la liberté qui nous disent qu'il n'y a que nécessité, la liberté finit toujours par être réintégrée, ne serait-ce que comme conscience que la liberté n'existe pas. Ne pas savoir, savoir que nous ne sommes pas libres, c'est être libre. C'est un peu ce que dit Spinoza, c'est un peu ce que dit aussi Nietzsche. Et là, je me dis, mais si vraiment il dit ça, ça veut dire qu'il a fait le choix du mal. Et c'est là que ça devient indéfendable pour moi. S'il est un romancier, pas de problème, il raconte ce qu'il veut. S'il est un philosophe et qu'il nous dit pure nécessité, fatalisme, fatalité, agencement de la matière, organisation de la matière, par-delà le bien et le mal, on n'a rien choisi, on est ce qu'on est, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de victime, c'est ainsi, bon, pourquoi pas ? Vision pessimiste, fataliste, tragique de la vie, mais vision, c'en est une. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'en est une. Mais c'est pas du tout la même chose que de dire que dans cette configuration de pure nécessité, il y a la possibilité pour la culture de dire non à ça. C'est-à-dire d'éduquer, de faire savoir qu'on peut ne pas faire le mal, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal, qu'il faut préférer le bien au mal, etc., etc. Et je me dis alors, il y a effectivement chez Sade le choix du mal. Et c'est ce qui en fait pour moi un personnage détestable, parce que si on est dans une philosophie de pure fatalité, alors bon, pas de problème, mais si on est dans une philosophie de la pure fatalité dans laquelle on ajoute comme une espèce de christianisme qui reviendrait, le libre arbitre, eh bien à ce moment-là, on est responsable de ce qu'on dit, puisque on aurait pu choisir l'éducation contre le mal, c'est-à-dire le bien contre le mal, autrui, plutôt que l'égotisme, ou l'isolisme, ou le solipsisme, je suis seul, le solipsisme. Et ça, d'un moment donné, choisit le mal en disant qu'on aurait pu choisir le bien, mais voilà. Alors après, c'est toute la difficulté des penseurs de la nécessité, parce que c'est pas très élaboré, la philosophie de Sade. Je vous disais tout à l'heure qu'elle est noyée, qu'elle est perdue, qu'il faut la sortir, qu'il faut la mettre en perspective, qu'elle est évolutive sur l'ensemble de l'œuvre. Mais même chez des gens qui ont été plus philosophes et qui ont consacré parfois des ouvrages à cette question-là, je songe j'en parlais tout à l'heure, à l'éthique de Spinoza, je songe à laisser sur le libre arbitre, soit de Saint-Augustin, soit de Schopenhauer, ou au texte de Nietzsche abordant la question de l'éternel retour, dans Ainsi parlait Zarathustra. Ils achoppent tous sur cette difficulté de l'affirmation du pur déterminisme, mais en même temps cette idée que tout est déterminé, mais on a quand même un peu le choix. On a quand même un peu la liberté. Très peu de philosophes ont fait le pari que tout était totalement déterminé, sauf le dernier Nietzsche, celui du surhomme. Et Nietzsche le dit, on n'a pas le choix. Ce que vous vivez, vous l'avez déjà vécu des millions de fois, vous le revivrez des millions de fois, c'est ainsi, et vous n'avez pas le choix. C'est une philosophie, effectivement, totalement désespérée et totalement désespérante. Mais il y a chez Sade une espèce d'inscription dans la logique féodale de l'époque, et en bon féodal, il pense, et comme Voltaire d'ailleurs, qu'il y a une politique pour le peuple, et puis qu'il y a une politique pour les aristocrates, pour les libertins. Sous-entendu, le peuple, il faut que ça travaille, il faut que ça produise, il ne faut pas que ça fasse des révoltes, des révolutions, il faut que ça reste dans son coin. La religion, c'est pas inutile pour ça, Voltaire le dit. Sade le dit, et puis après il y a la société des libertins. Et là, la société des libertins, alors on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, etc. Et je pense qu'on pourrait, c'est une hypothèse que je formule, mais refaire une lecture de l'œuvre complète de Sade en disant qu'il y aurait une philosophie de la nécessité qui irait pour le peuple, et puis une philosophie de la liberté qui irait pour les libertins. C'est-à-dire on laisserait le peuple dans cette espèce de fatalisme total, on n'a pas le choix, c'est ainsi, point à la ligne, et puis le libertin, on lui dirait, si tu peux vouloir même, mais tâche de vouloir le mal, car il y a une jouissance à vouloir le mal. Et je crois effectivement que quand un philosophe nous dit qu'il y a une jouissance à vouloir le mal, eh bien on peut effectivement en penser du mal. Alors justement, puis on passera après aux autres livres en finissant sur cette question du mal. Il me semble important, puisqu'au final on peut aussi se poser la question donc, que faire de Sade. Dans l'évocation que vous faites du texte d'Apollinaire, il y a ce côté performatif d'Apollinaire qui dit en 1909, Sade annonce le XXe siècle, sans savoir ce que sera le XXe siècle. Et ce qu'on ne peut pas considérer, je pense que c'est quand même le sens de l'ouverture de votre livre, qui s'ouvre sur la description des méfaits, pour être très euphémistique, d'Ilsekor, la chaîne de Buchenwald, et puis au milieu du livre, les 4 ou 5 pages à peu près insoutenables, qui est la liste de l'ensemble des sévices des sauvages nés de Sodome. Est-ce que est-ce que Sade n'a pas une fonction heuristique, si l'on veut, de compréhension du XXe siècle, en tant que le XXe siècle a manifesté ce que lui prônait, à savoir le choix du mal.
Est-ce que c'est pas ça l'usage possible de Sade, qui n'est pas du tout un usage de révérence, qui n'est pas un usage d'admiration, qui n'est pas un usage de la subversion de salon, mais qui est de dire c'est quand même un ensemble de textes qui apparaissent à la fin du XVIIIe, dans lequel sont présentés pour une fois très clairement l'idée qu'il y a un mal choisi et que cette matérialisation du mal choisi, elle arrive aussi au milieu du XXe siècle pour le coup. Et donc ce serait ça, d'une certaine façon, le sens de Sade. Alors je pense que notre époque un peu décadente, un peu une litote, mais est très égocentrée et considère que tout commence avec le XXe siècle et qu'il n'y a que le XXe siècle. Et moi je m'inscris en faux contre cette idée que le mal aurait été plus immonde, plus grand, plus insupportable au XXe siècle et que d'une certaine manière on l'aurait inventé au XXe siècle. Je renvoie simplement par exemple à la Saint-Barthélemy, s'il fallait un exemple. Mais on peut renvoyer dans l'histoire à nombre de moments où les gens se sont massacrés, entre-massacrés, exterminés, et ça n'a pas été une partie de plaisir. Donc je veux bien qu'il y ait aujourd'hui des espèces de concurrences mémorielles pour nous expliquer que c'est nous qui avons eu le plus de morts, et puis non c'est vous, et puis non on n'a pas le droit d'appeler génocide le génocide des Arméniens, et puis peut-on parler du génocide au Rwanda, et puis il y a eu combien de millions de morts au Rwanda, est-ce qu'on a vraiment passé, etc. etc. Donc je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Je pense qu'il y a même eu la terreur, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, c'est cette façon qu'avait la terreur d'envoyer à la guillotine des gens en quantité, c'est-à-dire que quand Sade est embastillé, enfin pas embastillé, c'est pas le mot qui convient, mais est emprisonné à la prison de Picpus, parce que les révolutionnaires ont quand même compris que c'était pas un révolutionnaire, ou que c'était un révolutionnaire en peau de lapin, eh bien il voit par sa fenêtre qu'on décapite à peu près 200 personnes par jour. 200 personnes par jour à Paris, et on décapite partout ailleurs en province. Donc on a eu les moyens de masse au XXe siècle, parce que il y a eu les camps de concentration nazis, mais il y a eu avant les camps de concentration du Goulag. Ça démarre en 1917, le premier Goulag. Octobre 17, révolution russe, eh bien novembre 17, déjà le Goulag. Les nouveaux philosophes découvriront ça en 1977, mais il y a des gens qui avaient découvert ça très tôt, très vite. Donc je pense que le XXe siècle n'a pas eu le monopole du mal. Et que le mal, il existe depuis bien longtemps, et que simplement, on n'a pas forcément fait les comptabilités, mais on a éradiqué des populations, on a détruit des gens, et je reprends cet exemple de la Saint-Barthélemy, quand on prend les chiffres, quand on regarde comment ça s'est passé, ça a été terrible. Donc je ne pense pas que nous ayons découvert le mal au XXe siècle et que le mal ait été au XXe siècle plus mauvais qu'il ne l'aurait été précédemment. Et c'est pas un hasard si les grands textes sacrés, Torah, Talmud, Ancien Testament, Bible, Coran, etc., sont tous des textes qui posent la question du mal, de l'origine du mal. Je pense que le mal est consubstantiel à l'homme et qu'il prend après des formes historiques. Et que souvent notre méconnaissance nous fait ignorer les massacres de masse qui ont lieu avec d'autres civilisations dont on ne parle même pas. La Chine, on peut regarder le nombre de morts, par exemple, avec la révolution culturelle, ou la bombe atomique, dont on parle assez peu. C'est-à-dire, si vous prenez la littérature consacrée aux camps de concentration, rouge et brun, eh bien, c'est une littérature abondante. Cherchez la littérature consacrée à Hiroshima, elle est assez rare. Je fais un cours sur Gunther Anders, et Gunther Anders disait à son époque, effectivement, lui il a écrit sur ce sujet-là, mais qu'on en parlait très peu, eh bien c'est vrai. Il y a un passage chez Albert Camus, il n'y a rien du tout chez Sartre, il n'y a rien du tout chez les intellectuels du XXe siècle sur ce fait majeur de la bombe atomique. Donc parce qu'il y a des morts politiquement correctes et des morts politiquement incorrectes. Donc je pense que Sade n'a pas vu le XXe siècle, ou n'a pas prévu la forme que prendrait le mal au XXe siècle. Il a raconté ce qu'ont été les façons de produire le mal au travers des époques. Je pense que dans les châteaux médiévaux, il n'y avait pas par hasard des culs de basse-fosse, des prisons ou des instruments de torture. J'ai vu à Venise, il y a je sais pas, 25-30 ans, une exposition terrible sur les instruments de torture. J'avais acheté le catalogue tellement je me suis dit, mais les hommes sont capables d'une ingéniosité pour faire le mal à leurs semblables qui est extraordinaire. Des cages d'acier, des cages avec des pointes, des trucs pour pénétrer les hommes par tous les trous avec des herses, des choses vraiment complètement incroyables. Donc c'est très très vieux, cet art de faire souffrir, cet art de massacrer, cet art de détruire. Quiconque n'est pas d'accord avec soi-même, la guerre est pour moi l'une des modalités du mal, et elle est consubstantielle à l'homme. Donc je pense que Sade s'est contenté de fantasmer un mal
Mais quand on le fantasme, effectivement, il est encore plus délirant que quand on le réalise. Parce que quand on est dans la logique de la, je sais pas, de la Saint-Barthélemy, on raffine pas trop, encore. C'est la même chose avec la terreur, on raffine pas trop non plus, encore que... On découpe, je vous rappelle, le pubis de la princesse de Lamballe, si je me souviens bien, avec laquelle on fait des perruques, etc. Enfin, des choses effrayantes. Il y a eu du cannibalisme. Il y a eu du cannibalisme, je crois, à Bordeaux, mais il y a eu un cas de cannibalisme aussi. Je ne sais pas si c'est Bordeaux ou Aix. Je ne voudrais pas salir Bordeaux, qui ne le mérite pas. Mais quand, j'en suis sûr, parce qu'il s'agit de la Sausson, ils ont joué au foot à la balle, comme on disait à l'époque, avec le cœur du vicomte de Belzins. Et après ça, ils ont fait un barbecue, et puis ils ont mangé une partie du vicomte. Enfin bon... on peut raffiner, vraiment, on peut raffiner dans le mal et pour le coup, concrètement. Non, je pense que Sade a lâché les chevaux, enfin, sur la question du mal, il a imaginé tous les délires possibles, et l'on découvre, de fait, que des gens ont réalisé ces fantasmes-là, et je parle effectivement d'Ilse Kor, qui est celle dont on a dit qu'elle était la chienne de Buchenwald, et qui a fait des choses terribles. Vous connaissez peut-être pas forcément son nom, mais vous connaissez probablement 2 ou 3 de ses productions, puisque c'est à elle qu'on doit les abat-jours en peau tatouée. Elle faisait faire des portefeuilles avec des peaux tatouées qu'elle offrait, etc. Enfin, elle faisait elle faisait arracher les dents en or des Juifs, elle faisait fondre tout ça pour faire des bijoux à la gloire de ses enfants, et le porter, etc., etc. Donc effectivement, quand le mal fait la loi, et quand rien ne s'oppose au mal, comme c'est le cas dans les périodes révolutionnaires, dans les périodes de grande brutalité politique, alors là, tout est possible. J'ai souvenir d'avoir vu des pillages, je crois que c'était à l'époque où Haïti, on avait terminé avec les Duvalier, on est allé sortir les cadavres des tombeaux, les profaner, etc. Donc, ça n'aurait jamais fait que, non pas prédire, mais dire. Et en ce sens, je préfère... quelqu'un qui aborderait la question du mal autrement que de cette manière complaisante. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais à chaque fois que la télévision nous présente au journal de 20h la nécessaire campagne pour le vaccin anti-grippe, et qu'on nous fait un gros plan avec une aiguille et qu'on voit le truc, moi je ne regarde pas, parce que déjà, ça me fait du mal, là où ça ne me touche pas. Donc il y a des gens qui ont un talent pour l'empathie, je pense que j'en ai un, et que effectivement, ce genre de choses, j'ai du mal, et d'autres qui jouissent de ça. Qui aiment ça. Et je pense qu'il y a des configurations chez les gens sadiques, des configurations masochistes, des configurations sadomasochistes, et que c'est ni bien ni mal, mais que c'est mal en revanche d'entretenir la complexion sadique. L'idée qu'on puisse jouir à faire le mal d'autrui ou faire du mal à autrui est une chose qui, moi, me sidérera toujours. Enfin, j'ose espérer que ça me sidérera toujours, et m'étonnera toujours aussi. Et l'une des choses qui me semble importante dans votre livre, c'est que vous faites aussi presque la contre-histoire de la contre-histoire, c'est-à-dire vous faites l'histoire des résistances à Sade, enfin des résistances à la séduction de Sade. Ils sont peu nombreux, mais il y a quand même quelques grands noms. Il y a celui de Queneau, il y a celui de Léris, il y a Adorno et Horkheimer, mais sur un autre versant, on peut dire, mais il y a aussi Arendt. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu... il y a eu Camus, il y a eu un certain nombre d'auteurs, et justement, et généralement, ce qui est intéressant, c'est que c'est après la Deuxième Guerre mondiale qui ont, eux, fait le lien, mais le lien négatif, dire, il y a un moment, on ne peut pas se réjouir, féliciter la subversion, qui est essentiellement une cruauté avant d'être une subversion. Et donc ça, je pense que c'est intéressant que vous fassiez cette liste-là, avec un autre nom, mais le temps file, donc on va passer aux autres livres, mais avec un autre nom, et un moment qui semble très intéressant, c'est le passage que vous citez de Michelet dans l'histoire de la Révolution française sur Sade, parce que l'une des mythologies sur Sade, c'est l'idée que, en gros, il est quasiment absent du 19e, et que c'est quasiment un écrivain du 20e. Ce que vous montrez très bien, c'est que dès le 19e et dès Michelet, donc dès, on va dire, 1840 et 1850, il y a une lecture qui, politiquement, socialement, est extrêmement juste, extrêmement précise, où lui enlève toutes les mythologies, et comme vous dites, c'est essentiellement un grand féodal. Oui, c'est ça qui est sidérant, c'est-à-dire qu'il y a une lecture de gauche. Michelet est un homme de gauche, c'est la grande tradition romantique de gauche, et moi j'adore Michelet. Si vous n'avez pas lu l'histoire de la Révolution française, lisez, c'est extraordinaire, c'est un grand roman, il y a des approximations parfois, mais enfin c'est assez extraordinaire. Et effectivement, il y a quelques pages très justes, quelques lignes très justes sur Sade. Ça veut dire qu'en plein 19e siècle, qui veut savoir peut savoir. Qu'on ne nous fasse pas le coup du « on ne savait pas, la biographie ceci, la biographie cela, etc. » Pas du tout, c'est très bien écrit.
c'est très efficace, comme toujours chez Michelet, et il y a 2 ou 3 intuitions extrêmement justes où il nous explique que c'est le dernier sursaut du féodalisme plutôt que le premier temps de la Révolution. C'est exactement la même chose avec les portraits qu'il fait de Robespierre, pour qui veut savoir à l'époque, encore qu'il y ait parfois des complaisances à l'endroit de Robespierre chez Michelet, mais donc oui, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et je me dis, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la fracture entre la gauche et l'extrême gauche au XXe siècle. C'est-à-dire que je ne suis pas suspect de sympathie pour le Parti communiste, sur lequel j'exerce aussi un droit de critique, mais je peux être d'autant plus crédible quand je dis du Parti communiste ce qu'il a été de positif, et ce qu'il est encore de positif, c'est-à-dire la tradition ouvrière, la tradition prolétarienne, le fait de pratiquer l'éducation populaire, le respect du livre, le respect de la peinture, le respect de la littérature, le respect des grandes idées, y compris de la littérature russe, soviétisme oblige, mais quand même. C'est-à-dire, moi j'ai vu chez des gens des éditions pas chères de Gorky, de Dostoïevski, de